Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous inspirer, vous et votre communauté, à développer une santé holistique. Nous sommes aujourd'hui en effet face à des démarches qui sont souvent extrêmes, qui opposent deux mouvements de pensée. Il est temps de trouver une voie du milieu et c'est ce que je vous propose dans cette deuxième saison du podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir. Alors, le sujet de cette semaine m'a été inspiré par un fait d'actualité de ce mois de septembre 2022. Alors l'avantage c'est que comme c'est un fait historique, eh bien ce podcast, si vous l'écoutez dans quelques mois, voire quelques années, il sera toujours, je pense, et je l'espère, très instructif et très enrichissant. Ce fait d'actualité m'a fait penser à une citation qui dit de ne pas juger un livre par sa couverture. Et je vais vous parler d'archétypes, je vais vous parler d'héritage, je vais vous parler d'émotions, je vais vous parler d'analyse, je vais même vous parler un peu de philo et un peu de foot. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'heure du fast-food et nous sommes malheureusement également à l'heure du fast info, du fast study. Il faut arriver à emmagasiner un maximum de choses et prendre des décisions bien souvent dans des moments de stress. Ne dit-on pas courir comme des dératés, mais après quoi court-on aujourd'hui? Il y a tellement d'informations. D'ailleurs, ça s'est vu lors du premier confinement en mars 2020. Après réflexion, beaucoup de personnes ont dit avoir vraiment apprécié ce moment de pause obligatoire. Et la dernière étude sur la santé au travail de 2022 en Europe montre que 72%, 72% des Européens ont remis en question leur métier actuel durant les 12 derniers mois. Donc probablement une envie de lever le pied, une envie de changer, une envie peut-être de trouver plus de valeur, plus d'émotion dans son travail. Ce qui m'a emmené, avec ce fait d'actualité, à m'intéresser, à revenir sur l'ouvrage du psychologue Daniel Kahneman qui nous parle de deux systèmes de pensée. Le système 1, qui est un système automatique, un système de survie, et le système 2, qui demande plus d'énergie, qui demande de la réflexion, de l'analyse. Or, nous dit Idriss Aberkan, le courage demande de l'énergie. Donc fatalement, pour passer au système 2, prendre le temps d'analyser une information, qu'elle soit une information liée à la santé, à l'économie, à la politique, ou à un fait d'actualité, eh bien, il faut dépenser de l'énergie pour aller peut-être derrière la couverture du livre, ce que l'on nous montre en avant-plan, et se faire son propre avis, mais avec suffisamment de connaissances, suffisamment d'informations pour avoir une vue large de la situation. Et donc, doit-on juger le livre par rapport à sa couverture, système 1, ou devrait-on plutôt utiliser le système 2 et avant d'acheter un livre, eh bien, s'intéresser aux avis des lecteurs, à la biographie de la personne, dans le contexte dans lequel elle l'a écrit et son expertise par rapport au sujet traité. Alors j'en viens à ce fameux fait d'actualité que vous avez peut-être deviné, qui est le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre en ce 8 septembre 2022 et qui a provoqué sur les réseaux différentes attitudes, différentes réactions. Vous avez des réactions d'hommage, énormément, par rapport à l'œuvre et à l'image que cette reine donnait au monde. Vous avez énormément de blagues, mais si vous connaissez un tout petit peu l'humour anglais, vous savez également que la reine Elisabeth II avait énormément d'humour et n'a pas hésité à le faire d'ailleurs dans des événements publics, voire cette fameuse vidéo avec James Bond. Néanmoins, il y avait aussi des commentaires très virulents, très agressifs face à l'image d'une monarque, face à l'image d'une reine au XXIe siècle, à sa fortune également, et je trouve que c'est assez intéressant de l'analyser de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, et de voir ce que cela peut nous apprendre sur notre propre fonctionnement, sur le fonctionnement du monde, et la manière éventuellement avec laquelle on peut coacher nos propres clients. Alors revenons sur ces deux systèmes, système 1, système 2, du psychologue Daniel Kahneman.
Et il illustre ce système 1, donc le système automatique, le système de survie, lorsque il y a un bruit soudain, on ne va pas analyser le bruit, on va tout de suite réagir. L'expression d'une personne au niveau du visage, on est très réactif justement à un sourire ou à quelqu'un qui fait la tête. La perception de l'hostilité dans une voix, on peut tout de suite l'apercevoir quel que soit le message, et la compréhension de phrases simples est également en lien avec ce système 1, c'est le principe de la publicité, de la vente. Par exemple, on a observé par des études que le simple fait de dire que le produit est light dans tel fast-food ou que les menus sont faits à partir de produits sains, eh bien on observe 30% de consommation de calories en plus par les consommateurs. Donc il n'y a pas d'analyse dans cette situation-là de se dire oui mais est-ce que dans un fast-food c'est vraiment des aliments sains? Quelle est la définition d'un aliment sain? Que veulent-ils dire par là, etc. Donc là, on est vraiment pris par cette phrase simple de l'allégation des produits light, par exemple, ou des produits santé. Alors, les risques de ne fonctionner que dans un système 1, parce que le but de ce podcast est de faire la balance, l'équilibre entre ces deux systèmes, ne pas spécialement en favoriser un par rapport à l'autre systématiquement, de choisir les moments où il est important d'être dans le système 1 et les moments où il est important plutôt de fonctionner dans le système 2. Et donc, si on ne fonctionne que sur le système 1, on risque effectivement de juger un livre par sa couverture, ne pas aller un peu plus loin, et on risque aussi de se faire tromper. Et comme disait Léonard de Vinci, qui est un de mes mentors, je dirais littéraires importants, rien ne nous trompe autant que notre jugement, parce qu'il peut être tronqué par énormément de choses. On va revenir d'ailleurs sur une autre thématique proposée par le psychologue Kahneman, qui est vraiment intéressante dans cette analyse de l'actualité et surtout des réactions de la population. Donc un bon exemple de se faire tromper finalement par des allégations qui agissent sur justement notre système 1, eh bien ce sont les produits light, puisqu'on estime que un produit light, oui, il y aura moins de calories, mais ça va créer une faim insatiable jusqu'au moment où on aura consommé ce sucre que notre cerveau a reçu comme message, mais qu'il n'a pas réellement reçu physiquement. Et donc, on a observé par exemple par une étude sur des footballeurs américains, l'équipe étant divisée en deux groupes. Et durant l'entraînement, on a donné à une partie de l'équipe un soda normal et l'autre partie de l'équipe a reçu du soda light. Et on a observé spontanément leur comportement durant le buffet post-entraînement. Et on s'est rendu compte là aussi que les joueurs de football consommaient jusqu'à 30% de calories en plus. Parce que ça va créer l'envie de manger par cette information de sucre que le cerveau n'avait pas reçue. Alors, le système 2, lui, est un système qui demande beaucoup plus d'analyse, qui est beaucoup plus rationnel, qui demande une consommation d'énergie. Et Daniel Kahneman prend comme exemple le fait de contrôler son comportement au milieu d'autres personnes, de ne pas suivre la foule comme un mouton, comparer deux produits lorsque l'on veut acheter un produit, au lieu d'acheter directement celui qui nous a tapé à l'œil, plutôt comparer et voir lequel finalement est de meilleure qualité par rapport au prix que l'on est prêt à mettre, et vérifier la validité d'un argument logique et complexe pour voir si effectivement ce que l'on nous propose ou ce que l'on a analysé directement est réellement ce qui est proposé. Quel est le risque de ne travailler que dans le système 2? C'est finalement de s'épuiser, de se fatiguer, de perdre du temps et de l'énergie, parce que ça coûte de l'énergie. Et donc c'est contre la survie, ou la survie au niveau biologique, c'est l'économie d'énergie. Le corps humain n'est pas fainéant, mais il veut économiser son énergie. Il y a une biologie qui a dû survivre pendant plusieurs centaines de milliers d'années, et ce qui nous permet justement d'éviter le burn-out, parce que si on n'est que dans le système 2, eh bien, on va devoir faire un choix pour tous les comportements de notre journée, et on risque de s'épuiser à la longue. On peut prendre l'exemple d'une personne qui est dans le burn-out et qui a très difficile de choisir ce qu'elle veut manger le soir, tellement le simple fait de choisir nécessite une réflexion, et n'ayant pas cette énergie, eh bien, elle n'a rien envie de manger, ou elle va plutôt aller vers
du fast-food. A l'inverse, dans nos routines, il est intéressant de travailler sur le système 1, d'avoir des routines pour lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir. Par exemple, le petit déjeuner, si vous avez une option de petit déjeuner qui est stable, eh bien vous allez gagner du temps le matin parce que vous allez le faire sans réfléchir, mais également vous allez gagner de l'énergie, cette énergie que vous allez devoir utiliser pour les décisions importantes de votre journée. Cela nous amène donc dans un autre concept proposé par Kahneman et Tversky, qui sont les biais cognitifs. Biais cognitifs qui sont très en vogue depuis 2 ans, dont la définition est la suivante. C'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique qui va influencer nos choix de manière inconsciente. On en recense plus de 200 différents. Je vous mettrai en référence parce qu'il est vraiment très intéressant, le codex des biais cognitifs et l'explication justement de ces 200 biais cognitifs répartis en 4 catégories. Dans le fait d'actualité qui nous intéresse et qui m'a interpellé justement pour ce podcast, eh bien c'est, me semble-t-il, je ne suis pas un expert de la théorie des biais cognitifs, mais ça me semble être l'effet de halo. Alors c'est quoi l'effet de halo? C'est un effet de notoriété ou encore effet de contamination qui affecte la perception des gens ou des marques. C'est une interprétation et une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression. Donc une caractéristique jugée positive à propos d'une personne ou d'une collectivité a tendance à rendre plus positives les autres caractéristiques de cette personne, même sans les connaître. Et inversement pour une caractéristique négative. Cet effet pourrait par exemple avoir un rôle dans des phénomènes comme le racisme. Ainsi, Clifford en 1975 a pu montrer que les personnes étaient jugées plus intelligentes que d'autres uniquement sur la base de leur attrait physique. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas les attraits physiques de la reine qui va avoir un effet, un biais cognitif, mais plutôt le fait qu'une reine veut dire fortune, veut dire du sang noble, quelqu'un qui ne travaille pas, qui profite de ses sujets, qui est éventuellement un tyran ou une tyran, et on verra que c'est intéressant par rapport aux outils que je vous propose pour décrypter ce fait historique, ce fait d'actualité pour vous et pour votre pratique. Et évidemment, on est influencé par ces étiquettes véhiculées par les films, par les séries, où l'on voit des rois et des reines qui sont vraiment au-dessus de leur trône, au-dessus du peuple, et qui en a absolument rien à faire du peuple, alors que justement, le rôle du roi et de la reine, c'est exactement l'inverse. Parce que, je vous pose la question, parmi nous, qui peut se rendre compte de ce que représente une telle fonction? Parce qu'on peut devenir président d'un pays, premier ministre d'un pays, dirigeant par choix, mais on n'a pas le choix lorsque l'on monte sur le trône. Et d'ailleurs, si vous lisez la biographie de la reine Elisabeth II d'Angleterre, vous verrez qu'elle n'avait pas du tout, je dirais, la perspective d'être reine, puisque son papa est devenu roi malgré lui, elle est devenue princesse à l'âge de 10 ans par l'abdication de son oncle, et donc tout ça est venu finalement sur ses épaules, on ne lui a rien demandé, et elle a tenu ce règne pendant 70 ans, avec, si vous lisez sa biographie, effectivement, énormément d'investissement et de dévotion pour son pays. Il y a évidemment des enjeux historiques, des enjeux familiaux. On ne change pas une histoire de plusieurs siècles juste parce qu'on est au XXIe siècle. Elle est montée sur le trône à 26 ans, en 1952, et elle a vu des dizaines de présidents américains, elle a vu 13 ministres canadiens se succéder, elle a vu la plupart des gouvernements du monde, elle a traversé la planète, je pense, 46 fois. Alors certains vont la critiquer au niveau de son empreinte carbone, mais évidemment, il est difficile de pouvoir comparer ce que nous connaissons aujourd'hui avec 70 ans de règne, ce qui est énorme, c'est le plus long règne de la famille d'Angleterre, mais c'est un règne énorme en termes de connaissances et d'implications politiques dans un monde qui change extrêmement vite aujourd'hui. Donc il y a effectivement ces enjeux économiques, ces enjeux politiques, et donc c'est une complexité que nous, avec nos propres problèmes familiaux, nos propres problèmes relationnels, on ne peut vraiment pas se rendre compte. C'est au cœur du développement personnel, parce que c'est très bien, on peut devenir ce que l'on veut, on est libre de son destin, disent les défenseurs du développement personnel. Je ne suis pas sûr que
les personnes qui proposent ce genre de théorie auraient été capables de tenir 70 ans avec une telle fermeté, une telle droiture, et ne, sans l'avoir voulu finalement. Et là, je ferai une petite parenthèse avec cette fameuse demi-finale de la Coupe du Monde 2018, demi-finale opposant la Belgique à la France, perdue 1-0 par la Belgique. Et je me souviens, tous ces coachs, tous ces motivateurs qui, pour leurs propres clients, leur disent oui, mais si tu le veux, tu peux y arriver, il n'y a pas de limite, ce n'est qu'une question de volonté, alors qu'ils vont excuser ces 11 joueurs millionnaires sur le terrain parce qu'ils ont perdu 1-0 face à une équipe de France qui était vraiment, c'est la France, nous sommes la petite Belgique. Et donc là, je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que l'on demande à un coaché qui est effectivement avec ses limites économiques, ses limites de ressources, mais on excuse des millionnaires qui, eux, clairement, n'ont pas tout donné sur un terrain alors qu'ils étaient en demi-finale de la Coupe du Monde. Vous allez me dire, oui, mais Coupe du Monde de football, ça n'a pas beaucoup d'impact, hein, ça n'est pas vraiment important sur la stabilité de la planète. On pourrait échanger également sur le sujet, parce qu'évidemment, le football étant un sport vraiment populaire, ça permet d'éliminer une certaine frustration, ça permet d'avoir des moments de plaisir, ça permet d'échanger avec une équipe et de ressentir des émotions. Ça a toujours fait partie de notre histoire. Les jeux, le cirque sont importants pour l'équilibre de notre société. Et donc je vous propose dans cet épisode d'analyser, ou en tout cas de répondre à ce moment historique avec deux outils qui m'ont été inspirés justement en échangeant avec mon réseau, avec des amis, ou en écoutant ou en lisant les commentaires sur le décès et l'importance que le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre a provoqué en ce mois de septembre. Donc le premier outil que je vais vous proposer, c'est l'étude des archétypes. Archétypes qui ont été largement étudiés par Jung, qui ont été également repris par Robert Moore et Doug Gillette, avec les 4 archétypes principaux de l'homme, qui sont l'amant, le guerrier, le magicien et le roi, et que chaque archétype va nous aider à nous développer, mais nous avons probablement un archétype principal qui fait partie de notre héritage à léguer, de notre legacy, comme le disent les anglo-saxons, sur lequel je vais vous inviter à réfléchir après cet épisode. Alors pour les femmes, puisqu'on parle de la reine d'Angleterre, on va parler de 4 archétypes qui sont la reine, la mère, la sage et l'amante. Et pour 4 archétypes, il y a également un côté sombre, donc on doit pouvoir exprimer ces 4 archétypes dans notre quotidien. Il y en a probablement un qui est un peu plus en avant, et heureusement que nous ne sommes pas tous des guerriers, parce que ça risquerait de mettre un peu le brol sur cette planète Terre, et nous ne sommes pas tous des sages ou des magiciens, parce que ça aussi, on n'aurait pas pu évoluer probablement dans notre société. Et donc, on a ces 4 archétypes à travailler, mais il y en a un qui va ressortir un peu davantage, et il faut pouvoir le faire sortir de manière équilibrée. Et c'est là que Jung nous propose une analyse assez intéressante de ces 4 archétypes, avec le côté sombre également, donc le côté obscur de cet archétype. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image, on voit que pour les 4 archétypes supérieurs, donc les 4 archétypes masculins, on a le roi qui, son côté sombre, aura plutôt tendance à être un tyran ou un faible. Pour le guerrier, si c'est mal exprimé, ça peut être soit du sadisme, soit du masochisme. Si c'est le magicien, son côté sombre sera plutôt le manipulateur ou le fou du roi. Et pour l'amant, nous aurons plutôt alors soit un côté sombre plutôt dans l'addiction, soit dans l'impuissance. Pour les 4 archétypes féminins, donc au niveau de la reine, on a également ces côtés sombres, soit du côté de la tyrannie, soit du côté de la faiblesse. Pour l'archétype de la mère, soit possessive, soit trop distante. Pour la personne, pour la sage, eh bien, nous aurons plutôt le côté sombre dirigé vers la sorcière ou par la folle. Et pour l'amante, on aura plutôt la personne qui sera dans la séduction ou dans la froideur. Et donc bien évidemment, l'archétype dominant dans la reine 2 d'Angleterre, c'est l'archétype de la reine,
Et la reine ou le roi en termes d'archétype, ça représente vraiment le service. Être au service de son peuple, non pas dans la tyrannie, non pas dans la faiblesse, mais être au service. Et lorsque vous étudiez la biographie de la reine d'Angleterre, par rapport aux impératifs de son temps, par rapport à la situation politique, elle a pris des risques. Elle a imposé certaines choses au risque effectivement d'être rejetée. Elle a fait des concessions pour permettre par exemple à certains pays du Commonwealth de quitter justement cette association ou cette prise sur, je dirais, certains pays. Mais elle a dû agir par rapport à tous ces enjeux dont on parlait tout à l'heure, historiques, économiques, politiques, familiaux. Et on le découvre justement dans ce reportage Élisabeth II, la reine, en 8 épisodes que je mettrai également en descriptif, parce qu'elle nous apprend énormément de choses sur notre histoire finalement. J'entendais cette semaine une réflexion concernant la reine qui disait, ben voilà, avant tout le monde s'en foutait et aujourd'hui qu'elle est partie, tout le monde en parle. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde s'en foutait, ou en tout cas on n'avait pas conscience, et c'est ça qui est magique, c'est que les archétypes agissent sur notre inconscient. Et là on a cet archétype de la reine, tout le monde la connaît, si on parle de la reine, eh bien on va d'abord penser à la reine d'Angleterre avant de penser à d'autres reines, parce qu'elle incarnait justement ce service et cette discrétion, ni faible, ni tyran. Elle a dû faire des choix importants, elle a fait des erreurs, on en reparlera tout à l'heure dans une anecdote, mais elle représente vraiment cet archétype et c'est pour ça que ça chamboule autant notre actualité, notre histoire, et on verra effectivement ce que l'avenir va nous réserver au niveau global. Alors cette notion d'archétype, on peut la lier à la biologie, hein, parce que de tout temps, on a, je dirais, différencié les différents types de personnes, de typologies. Je le disais tout à l'heure, si on était tous des guerriers, tous des sages, je ne suis pas sûr que le monde serait là où il est aujourd'hui. Il y a du bon, il y a du mauvais dans les deux cas, hein. On va pas, ce sera un autre sujet de discussion. Mais si on regarde la médecine chinoise, eh bien, on a les 5 éléments qui influencent la typologie de la personne, mais également ses déséquilibres. Or, la médecine chinoise a 5000 ans. Dans la médecine ayurvédique, on a 3 doshas qui différencient aussi les personnes et les déséquilibres. Et la médecine ayurvédique a 3000 ans. Le remède de l'un peut être le poison de l'autre, nous disait Hippocrate, père de la médecine moderne. Ça date de 2500 ans. Personnellement, j'utilise la typologie métabolique qui a été mise en place par Walcott en 1987 et qui permet justement, sur base de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique, mais également de psychologues qui ont pu différencier différents types de personnalités. On a la personnalité de type A et de type B. Eh bien, on retrouve des différences au niveau des hormones dominantes, au niveau du système nerveux dominant, au niveau des besoins en minéraux. On sait que le magnésium chez certains va avoir un effet calmant, chez d'autres aura plutôt un effet négatif. Et aujourd'hui, on peut également le prouver grâce aux études sur l'ADN. On a une étude de Stein et collaborateurs en 2006 qui fait la différence au niveau de l'utilisation et de l'élimination de la dopamine et qui montre justement la différence entre une personne qui est de type guerrier ou des personnes qui sont de type plutôt anxieux, type A, type B, et ça on peut aujourd'hui le mesurer au niveau de votre génétique. Et donc analyser l'actualité et sa propre vie par rapport aux archétypes est intéressant. Il faut pouvoir nourrir les 4 archétypes. On en a un dominant, clairement celui de la reine d'Angleterre était l'archétype de la reine, et donc lorsque la reine s'en va, eh bien ça va changer les choses. Je vous donnerai une autre référence si vous avez envie de creuser un peu le sujet. Le deuxième outil que je voudrais vous proposer dans cet épisode, c'est de faire la différence entre la personne et ce qu'elle va léguer, son héritage, et de ne pas confondre les deux. Pour cela, je vais prendre l'exemple de Thomas Edison. L'un de mes auteurs préférés est Michael Gelb. Michael Gelb a écrit Penser comme Léonard de Vinci. Il a également écrit Innover comme Thomas Edison. C'est ainsi que j'ai pu découvrir une partie de la biographie de l'inventeur de l'ampoule électrique ou de l'insomnie. Ça dépend un peu comment vous voyez les choses.
Et on se rend compte qu'en fait Thomas Edison était d'énormes problèmes à l'école, il avait difficile à se concentrer, il était plutôt ADHD, mais sa maman ne l'a pas abandonné, elle a préféré faire l'école à la maison pour pouvoir lui donner une éducation, ce qui a finalement, avec le temps, donné l'inventeur le plus prolifique de notre histoire, avec 1200 brevets à son actif. Et donc ce qu'a légué Thomas Edison est énorme au niveau de notre histoire, et cela grâce à sa maman. Donc ce qu'a laissé, ce qu'a légué Thomas Edison à notre civilisation, eh bien, vient finalement de l'investissement que sa maman a fait dans son fils. Donc les deux ont modifié, je dirais, notre histoire. Parce que si la maman de Thomas Edison n'avait pas investi autant d'énergie, de temps dans l'éducation de son fils, on n'aurait probablement pas eu toutes ces inventions ou pas de la même manière. Néanmoins, puisqu'on compare ici l'héritage, la legacy d'une personne par rapport voilà, au personnage, oui, Thomas Edison a un caractère relativement dur, il n'était pas tendre avec ses équipes, il s'est approprié beaucoup de brevets alors que ce n'est pas spécialement lui qui les a inventés, mais c'est sa manière de penser, il a poussé les gens à se surpasser pour pouvoir justement inventer et résoudre des problèmes et proposer des solutions. Donc je pense que lorsque l'on suit une personne, un personnage, il faut pouvoir éviter ce biais de halo, hein, donc associer une qualité, je dirais, intellectuelle à l'ensemble du personnage. Gandhi est également un bon exemple, il a fait énormément de choses pour son pays et pour les droits de l'homme, et pourtant dans l'intimité, il avait aussi ses travers. Donc il faut pouvoir faire justement par rapport aux quatre archétypes, il y en a un qui va sortir du lot et qui peut être un héritage pour la communauté, pour l'ensemble de l'humanité pour certains, et puis il y a effectivement son propre défi personnel, son propre sa propre partie sombre qui sera peut-être exprimée sur un autre archétype. Alors, durant justement cette dernière semaine, je voyais des commentaires sur justement ce qu'aurait légué la reine Elisabeth II d'Angleterre, critiquant effectivement le fait qu'elle n'ait pas créé énormément d'ONG par rapport, et on la comparait à Lady Di ou à Sœur Emmanuel. Mais ces trois personnages ont une importance au niveau de notre histoire, mais avec des archétypes totalement différents. C'est à nous à tirer les leçons de ces différents archétypes, de ces différents personnages qui ont marqué notre histoire. On ne va pas être jugé par le nombre d'ONG que l'on va mettre en place. Nous ne sommes pas tous des sauveurs de l'humanité comme Sœur Emmanuel, nous ne sommes pas tous des guerriers ou des lanceurs d'alerte, ou nous ne sommes pas tous des enseignants. On a un rôle à jouer, que ce soit à l'échelle mondiale, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'une famille, comme la maman de Thomas Edison. Et donc si on veut éviter le biais de halo, c'est pas parce qu'elle est la reine d'Angleterre qu'elle a des responsabilités que l'on lui a imposées, qu'elle est parfaite. Il faut pouvoir dissocier certainement les erreurs qu'elle a fait durant 70 ans de règne avec des fonctions qui lui ont été imposées. Alors, si vous lisez sa biographie ou si vous suivez ce documentaire en 8 épisodes de 45 minutes quand même, hein, donc ça demande de l'énergie et de l'investissement sur sa vie, eh bien vous vous rendez compte qu'à un moment elle a fait une erreur. Il y a eu une grave inondation dans un village en Angleterre et elle a mis beaucoup trop de temps à venir auprès de la population. La population lui en a voulu. Et à juste titre, parce qu'ils avaient besoin de leur reine à côté d'eux pour les soutenir, et ils ont eu l'impression d'être abandonnés. Alors qu'elle, de son côté, elle ne voulait pas venir trop vite, parce qu'elle ne voulait pas que l'attention soit sur elle, elle voulait que l'attention soit sur les recherches, sur l'enquête concernant cet événement dramatique. Et là, oui, elle a été maladroite. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est roi ou reine d'un pays que l'on va tout faire parfaitement. Alors en conclusion, que l'on aime ou pas la reine d'Angleterre, que l'on soit d'accord avec le fait qu'aujourd'hui il y a encore des royaumes avec autant de richesses. Honnêtement, vous voyez, vous, la famille d'Angleterre, tout mettre aux enchères et distribuer ces 30 milliards
de, de fortune, c'est probablement inconcevable. Il faut pouvoir utiliser intelligemment cet héritage qui n'a plus lieu d'être, comme il y a plusieurs siècles très probablement. Et ce que Charles III va faire sera certainement différent de sa mère, mais en arrière-plan, probablement dans une continuité pour la stabilité d'un pays, d'une économie ou d'une civilisation. Ça, l'histoire nous dira si nous sommes à un changement de civilisation, comme certains le disent, comme on peut également l'entendre dans le vlog de Caroline Myss, qui est une experte également des archétypes et qui parle d'un changement d'ère, d'une fin, d'une période. Je vous mettrai le lien de ce vlog en descriptif, et ça nous apprend aussi que cette reine avait énormément d'impact, parce que Caroline Myss, qui travaille avec les archétypes, voit que la représentation ultime de la reine, quel que soit le pays ou quelle que soit l'origine, c'est la reine Elisabeth II d'Angleterre. Donc c'est que au niveau de notre inconscient, il y a un effet important. Donc que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que l'on soit d'accord avec la royauté ou pas, il est important de reconnaître les qualités que l'on attend d'un roi ou d'une reine, et peut-être que vous, c'est votre qualité aussi, dévouement et service par rapport à une communauté, par rapport à une famille, par rapport à une entreprise. Alors, je vais également vous mettre un vlog de Russell Brand, qui est énormément suivi, puisque Russell Brand a presque 6 millions d'abonnés, et il a fait un excellent résumé, justement, lui qui est anglais, de cette situation. Et là aussi, il insiste sur le fait que l'on soit d'accord ou pas avec la monarchie en tant que telle, on peut reconnaître certains traits importants de la reine Elisabeth II d'Angleterre, et que lui aussi le dit, la seule constante dans notre histoire, c'est le changement, et qu'elle a établi, elle a pris des décisions qui allaient dans un changement positif, il en faut encore, mais on ne peut pas du jour au lendemain enlever un roi ou une reine à un pays et changer en quelques semaines ou en quelques mois l'héritage, l'ADN d'un pays. On l'a vu avec la France, je ne sais pas si c'est mieux et plus stable que l'Angleterre, qui sont deux royaumes qui se sont souvent, je dirais, opposés dans l'histoire. Est-ce que l'Angleterre est plus stable, plus forte que la France aujourd'hui? Est-ce qu'elle lègue un même héritage alors qu'elles ont eu des histoires au niveau de leur royauté totalement différentes? D'autres royaumes aujourd'hui, effectivement, ne sont pas décrits comme des démocraties en tant que telles, mais en même temps, le pays n'est pas prêt à passer directement à un autre système, donc il faut que ça se fasse avec l'ère du temps, avec le changement. Oui, on a besoin de changement en tout point, en politique, en économie, en consommation, en alimentation, en information, mais il faut que ça se fasse avec du temps, parce que ça va prendre de l'énergie. Et donc ce que je vous propose, c'est de trouver justement un équilibre entre ce système 1, qui doit être automatique, qui doit être, je dirais, utilisé avec des routines, avec des processus, avec des systèmes, mais en même temps un système 2 qui vous permet de remettre en question, d'avoir cette introspection importante pour pouvoir justement être dans le changement. Je vais donc vous inviter à distinguer lorsque vous êtes dans l'émotion, dans l'automatisme, est-ce que c'est opportun et est-ce que vous n'avez pas besoin à certains moments d'être dans cette capacité d'analyse. Parce que les deux sont importants. Il y a un temps pour le système 1, il y a un temps pour le plaisir, la détente, les desserts, comme les séries télé. Moi j'adore regarder les séries télé sur certaines chaînes, mais je ne le fais qu'une fois par semaine. Je ne vais pas le faire 6 fois par semaine parce que je mérite de prendre du temps et du plaisir tous les soirs. Par contre, je vais également me réserver au moins une fois par semaine un documentaire qui me permet d'améliorer ma culture générale. Donc ça, c'est le système 2. Hein, c'est aller un peu plus dans la culture, dans l'histoire, que je ne maîtrise pas aussi bien que mon épouse, par exemple, qui a eu une autre éducation et qui me permet d'ouvrir les yeux sur certains sujets. C'est important également d'avoir de manière générale une alimentation optimale au quotidien. C'est pas pour ça que je ne peux pas me permettre, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, une bonne glace au chocolat noir et piment rouge. Il faut essayer. Et donc il y a un moment pour le plaisir et il y a un moment pour l'éducation. Il y a un moment pour le travail, il y a un moment pour la détente. Il ne faut pas toujours travailler, on en a parlé dans l'épisode 52 du podcast In Shape to Grow,
mais il faut pouvoir faire des choix et il faut pouvoir distinguer à quel moment on peut être en mode automatique et à quel moment on doit prendre du recul, dépenser de l'énergie pour faire les bons choix. Donc ma question pour terminer cet épisode, c'est aujourd'hui, êtes-vous suffisamment en forme pour passer dans le système 2 lorsque cela est nécessaire? Je vous avais dit qu'on parlerait de philosophie. Eh bien, Aristote, qui m'a inspiré mon mantra être en forme pour bien grandir, Aristote disait être en forme pour bien penser. Il obligeait ses disciples à faire de la lutte gréco-romaine parce qu'il estimait qu'il fallait être en forme pour pouvoir suivre intellectuellement son enseignement. Et je vous ai déjà donné l'exercice à faire, essayez de lire les écrits d'Aristote le soir à la lueur d'une bougie. Vous verrez très vite si vous avez suffisamment d'énergie le soir, alors que vous en avez probablement pour suivre une série ou deux ou trois très tard le soir. Donc c'est parce que la série ne vous demande pas d'énergie et donc vous pouvez encore survivre jusqu'à pas d'heure et empiéter sur la qualité du sommeil alors que vous êtes épuisé. Mais évidemment, on a alors à ce moment-là la stimulation de l'écran qui va vous tenir éveillé. Donc on est justement dans ce mode survie, le sucre, la lumière bleue, la fast food, la fast info, on ingurgite, on ingurgite, on ingurgite, et puis finalement on est épuisé au fin de la journée et on n'attend plus qu'une chose, c'est le week-end ou les vacances, et finalement on prend de mauvais choix. On en vient à juger une personne par la première information que l'on reçoit, on reste dans son émotionnel et c'est compliqué de prendre du recul. Et ma deuxième invitation pour ce podcast, c'est de réfléchir par rapport à votre héritage. Qu'est-ce que vous voulez léguer, soit à vos enfants, à votre communauté, à votre entreprise, à votre pays, à l'humanité si besoin. C'est une question importante parce que cette énergie à dépenser dans cet héritage est important. Ce sont les besoins supérieurs de l'être humain, à avoir une mission, avoir des valeurs, avoir un objectif qui nous dépasse et je pense une motivation vraiment importante qui devait dépasser justement la reine Elisabeth II d'Angleterre pour aller jusqu'à 96 ans. Elle a travaillé jusqu'à 2 jours avant son décès, donc c'est quand même hallucinant de se dire qu'il y a des gens qui sont fatigués d'aller au travail à 25 ans et qu'elle, après 70 ans de règne, et ça n'a pas d'impact par rapport à sa fortune, parce que ce n'est pas quelqu'un qui visiblement vivait dans l'extravagance. Alors évidemment, elle a une vie de reine, mais comme on l'a vu dans ce documentaire, les vies de reine ont également énormément de sacrifices, énormément d'impact, et ça se voit d'ailleurs à la direction qu'elle a pris durant tout son règne. Et donc, je vais vous inviter à vous poser la question sur votre archétype dominant, sur votre héritage que vous voulez justement partager avec votre entourage, quel qu'il soit, et de voir si vous avez suffisamment d'énergie pour y arriver. Personnellement, ce que je veux léguer, c'est justement une remise en mouvement. Je me décris comme un initiateur de mouvement autant physique que mental. Je pense que c'est avec suffisamment d'énergie qu'on peut grandir, à la fois physiquement, mais également émotionnellement, mentalement et spirituellement. Et chacun va utiliser cette énergie dans la direction qu'il a envie. Moi, mon rôle, c'est de vous donner cette énergie par justement soit de la connaissance, soit des coachings, soit des formations. Et après, grâce à cette meilleure santé physique, vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions émotionnelles, mentales et éventuellement dans vos choix de vie. Et c'est cet événement historique de ce mois de septembre 2022 qui m'a inspiré justement cet épisode. Il n'était pas prévu, j'avais prévu de faire un épisode plus axé sur la santé biologique, mais vous aurez cet épisode évidemment très bientôt. Alors, quels sont les liens que vous pouvez faire en plus de ces différentes questions? Évidemment, je vais reciter Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Je pense que dans ce cas-là, la reine d'Angleterre est également un très bon exemple parce que sur 70 ans de règne, elle doit en connaître un tout petit bout sur le fonctionnement du monde. Vous connaissant vous-même, en découvrant votre archétype, vous allez pouvoir être un meilleur entrepreneur, un meilleur coach, un meilleur père ou mère, et vous allez pouvoir justement mettre votre énergie dans ce qui compte vraiment
pour vous et qui est facile également. Donc pour terminer, si je vous donne un exemple en tant que coach, eh bien récemment, j'ai une de mes nouvelles clientes qui m'a demandé en début de programme de l'aider aussi à trouver un projet dans la créativité. Donc elle vient pour la perte de poids, pour l'énergie, pour la santé globale, parce que c'est ce que je propose, mais elle me dit aussi, j'ai envie, grâce à cette nouvelle énergie, de développer un projet créatif. Et je garde ça dans un coin de ma mémoire. On travaille effectivement sur son assiette, on travaille sur sa récupération active, on travaille sur son programme physique. Et puis, dans ce qui l'anime, ce qui lui donne de l'énergie mentalement, émotionnellement et spirituellement, eh bien, je lui propose, après 6 semaines de coaching, je lui propose d'aborder ce projet créatif et de lire Libérer votre créativité, un programme de 12 semaines, The Artist Way en anglais, et qui permet justement à chacun et à chacune de libérer cette créativité que l'on n'a pas spécialement pu exprimer. Alors elle achète le livre, elle lit le livre, et puis elle me dit, écoute David, j'y arrive pas, j'ai pas le temps de mettre tout ça en application, c'est 12 semaines, et je devrais trouver une demi-heure, 1 heure par jour pour m'y impliquer, et je n'ai pas le temps. Néanmoins, elle me dit, je me suis rendu compte que ma créativité, je l'exprimais déjà, et elle me cite 2 domaines dans lesquels elle l'exprime, et ça la satisfait. Et donc là, en tant que coach, j'ai réussi mon pari, parce que je lui ai fait des propositions, mais c'est elle qui a pu tirer les conclusions. Et donc en tant que coach, en tant que guide, on va avoir un œil extérieur, on va proposer des pistes de travail, on va éduquer, on va donner des outils, mais au bout du compte, ce n'est pas moi qui vais lire le livre, ce n'est pas moi qui vais perdre du poids, c'est la cliente. Et donc là, elle a réussi, et nous avons réussi ce challenge. Elle a perdu du poids, elle a plus d'énergie, elle a équilibré sa vie créative. Il y a encore du poids à perdre, il y a encore de la stabilité à avoir, mais on est sur le bon chemin. Et donc là, ça image un peu mon objectif en tant que coach, en tant qu'expert santé, c'est de pouvoir initier le mouvement physique et mental. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a intrigué, vous a interpellé, que vous allez passer à l'action. J'espère que vous allez éventuellement même partager cet épisode. N'hésitez pas, cette deuxième saison du podcast In Shape to Grow est toujours là pour vous inspirer. La première saison, partager des tranches de vie et des routines. Aujourd'hui, on est sur l'opposition de deux pensées, de deux idées, de deux méthodes. Nous étions sur le système 1, sur le système 2. Il y a déjà quelques épisodes qui ont été proposés. Je vais continuer dans cette direction. N'hésitez pas à partager vos commentaires, à m'envoyer vos commentaires en message privé éventuellement, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous me suivre sur les différentes plateformes de podcasting, et j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux dans les prochains épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous.